La pacification. Je n'aime guère employer ce mot. Au vu des réalisations de cette entreprise, je dirais plutôt incitation à la violence. Incitation qui conduisit le peuple algérien à un déchirement total. Loin de moi l'idée que l'entente était irréalisable entre les deux communautés. Bien au contraire, celle-ci s'avérait nécessaire, indispensable même. L'Algérie avait des traditions, une religion, une conception de la vie propre. Mais la France, ayant une civilisation et une culture avancée, cela aurait été profitable aux deux camps. Cependant, il aurait fallu réaliser cette entente bien avant la Révolution. Le peuple algérien demeurait profondément attaché à la mère patrie, ainsi qu'à la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Mais quelques représentants de la France ont bafoué cette devise. La liberté se traduisait par la dictature totale et absolue, l'égalité et la fraternité par l'esclavage et une injustice flagrante. Ces trois principes laissaient place au mépris et à la haine, malgré l'attachement filial du peuple algérien. Il fallait mettre un terme à cet état de fait. Après plusieurs cris d'alarme restés vains, une solution consistant en une séparation totale et définitive s'imposait. Le déchirement devenait inévitable, et la guerre, dans son horreur, n'a fait qu'accroître la haine entre les deux communautés. Lorsque l'on est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle, pour que la thérapeutique soit efficace, il faut qu'elle soit avant tout rapide. Nous devinions la fin, mais l'orgueil et l'ambition des hommes étaient tels qu'ils espéraient toujours le miracle. N'aurait-il pas mieux valu mettre un fin à ce drame dès le début pour épargner la vie de milliers de personnes, ainsi que la souffrance et la misère à des millions d'autres souvent innocents? Mais ce sont là des paroles de sagesse, et c'est la force qui fut employée pour en arriver à un résultat aussi désastreux pour la France que pour l'Algérie. Cette terre algérienne n'appartenait pas seulement aux Algériens d'origine arabe, mais également à ceux qui, durant plus d'un siècle, avaient vécu sur ce sol si attachant pour le faire prospérer honnêtement. Mais les hommes, en instaurant la haine, en infligeant souffrance et sévices, détruisirent la fraternité. Pour les Français, se profilait la fin d'un rêve et le début d'un cauchemar par la faute de quelques-uns. Le résultat final ne fut-il pas obtenu autour d'une table de conférence avec la volonté d'aboutir à la paix par des concessions mutuelles? Instaurer la paix nécessitait-il tant de temps? Et tout cela pour plonger la France et l'Algérie dans un désarroi total? À mon avis, cette guerre fut dans l'histoire de la France une des pires humiliations. Beaucoup s'efforcèrent de donner à la pacification l'image d'une réussite totale. Cette propagande visait à abuser les Français. Les autres régions où l'échec fut complet en a guère parlé, à la manière d'un commerçant malhonnête qui présenterait ses meilleurs produits au vu de tout le monde et dissimulerait en dessous les fruits pourris. Pendant la guerre, la France fit construire plus de 4000 kilomètres de routes, dont une partie goudronnée. Mais avait-on vraiment besoin de routes goudronnées pour permettre à des ânes ou des chevaux de se déplacer, en tenant en plus compte du fait que ces animaux ont horreur de cela? Ces routes ne profitèrent en réalité qu'à l'armée, en lui facilitant des déplacements souples et rapides en cas d'accrochage. Des écoles nouvelles, l'expression française, furent édifiées. Mais pourquoi a-t-on systématiquement supprimé les écoles de langue arabe et contraint les écoliers à apprendre le français? La langue originale n'était-elle pas l'arabe? Quant à l'aide sociale et au regroupement de la population, je veux me permettre de les décrire sans négliger les détails.
car il me paraît indispensable d'en parler. Les SAS, services d'action sociale, se composaient d'un capitaine, d'une ou de 2 infirmières et d'un certain nombre de Mukanzi, considérés au même titre que les harkis. Il s'agissait d'hommes ralliés aux Français, d'anciens prisonniers, certains venant de leur plein gré. Il apparut rapidement que toutes ces personnes ne possédaient pas toutes les compétences requises pour mener à bien une telle tâche. Certains travaillaient dans les SAS par esprit de vengeance. Il ne m'appartient cependant pas ici de généraliser, et je reste convaincu que certains SAS assumaient leurs tâches avec dignité. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je présume que cela devait exister. Le travail des SAS, aidés par les groupes réguliers et harkis, consistait surtout, poursuivant cela des buts politiques, à couper les révolutionnaires de la population. Ils commencèrent par élargir les zones interdites, dans le dessein de forcer les gens soit à prendre le maquis, soit à vivre dans des camps d'emprisonnement. Je n'emploierai pas l'expression de camp de concentration, mais pas non plus celui de centre d'accueil, parce que ces camps n'avaient rien d'accueillant. Bien au contraire, on les fuyait à la première occasion. J'ai pu assister avec la compagnie à diverses opérations de regroupement. Le village abritait un SAS et un camp d'emprisonnement. Notre travail consistait à encercler les douars éloignés du village afin d'empêcher les habitants de s'échapper dès l'apparition des camions du SAS venant les chercher. Le départ s'effectuait vers 1h du matin et après 4 heures de marche, le douar en vue, les sections l'encerclaient. Au lever du jour arrivaient les camions du SAS. On ne tenait compte de la vie de personne. Femmes, hommes, enfants étaient embarqués dans les camions avec le minimum de biens, sans autre forme de procès. Ils devaient prétendument trouver tout ce dont ils avaient besoin sur place. Les camions hors de vue, nous rassemblions toutes les richesses des habitants, c'est-à-dire des denrées alimentaires constituées principalement d'orge et de blé. Puis nous enflammions les mechtas. Quant aux biens récoltés, ils étaient entreposés sous des hangars près du SAS et distribués ensuite aux prisonniers qu'on désirait tromper par une fausse œuvre charitable. Après quelques opérations de ce genre, les gens se mirent à fuir leur maison, abandonnant tout pour survivre dans les montagnes et échapper au camp de la honte. Nous entrions dans des douars totalement déserts, aux maisons brûlées par les habitants qui voulaient ainsi montrer leur ferme détermination de rompre avec les Français. Ce n'étaient là que les signes de désespoir, les dernières manifestations de haine et de mépris des villageois, devinant la fin tragique qui leur serait réservée dans les camps. Les prisonniers y survivaient, tant bien que mal entassés dans des baraquements ou sous des toiles de tente. Plusieurs réseaux de barbelés piégés entouraient ces espaces, non pour protéger les habitants des fêles, mais pour les empêcher de fuir. Vivant auparavant en liberté, et même assez loin les uns des autres, ces villageois se querellaient déjà sans cesse. On peut donc facilement imaginer les désagréments que cette promiscuité leur réservait. Chacun réglait ses comptes, un simple heurt, et les uns dénonçaient les autres, provoquant la disparition chaque jour d'une ou de plusieurs personnes. Ceux qui coopéraient avec les Français assuraient eux-mêmes leur police et imposaient leur dictature à la majorité silencieuse. Les prisonniers, habitués depuis leur plus tendre enfance à vivre à l'air libre, possédaient une santé solide. Et si d'aventure la maladie les atteignait, ils faisaient appel aux recettes de grand-mère, utilisaient des herbes et guérissaient la plupart du temps promptement. Entassés dans ces fourmilières, leur résistance physique s'amenuisait et les épidémies de tout genre se propageaient rapidement. Les progrès de la médecine peu utilisés alors ne pouvaient empêcher ces souffrances. Était-ce là la pacification ? Les Français atteignirent quelques-uns de leurs objectifs
et réussirent à porter un coup grave, mais non mortel, à la Révolution. Une barrière se dressa entre la population et les Fels, mais ce fut insuffisant pour que les Fels déposent les armes et acceptent la paix des braves. De plus, une autre révolution aurait dû éclater, celle de la population parquée dans ces ghettos insalubres. La pacification, ce n'était pas seulement cela, et je peux citer 4 exemples tragiques, parmi tant d'autres auxquels j'ai assisté. Un tirailleur, affecté à la fouille des habitants pendant un ramassage, se trouva un jour face à un homme bien vêtu. Il découvrit sur lui une somme d'argent et la lui arracha. La victime se mit à protester. Le tirailleur la menaça alors d'une balle dans la tête si d'aventure elle disait un mot, et pour faire bonne mesure, lui creva un œil d'un coup de crosse. L'homme, comprenant le danger qu'il y avait à protester, se tut, et s'en fut quelques minutes plus tard trouver le chef de section à qui il exposa sa mésaventure. Le chef de section, constatant la gravité de la blessure et craignant les conséquences de sa négligence si la victime portait plainte, celle-ci appartenait à l'administration et ne se trouvait là qu'en tant que permissionnaire, ordonna de la fusiller. Puis il avisa le capitaine qu'il venait d'abattre un fuyard. Ainsi, par cette méthode simple, le crime fut masqué. Malheureusement, ce n'était pas un cas isolé. Des actes semblables se produisaient assez souvent. C'était là une des manières de pacifier un peuple, en employant les procédés les plus ignobles et inhumains qui soient. Le tirailleur reçut quelques gifles, des gifles, pour réparer la mort d'un homme dans son droit, travaillant pour la France, se considérant comme français et désirant légitimement protéger ses biens. Mais cette tragédie excluait toute protection et toute justice.